ça commence. Ok. Donc, déjà, retournons sur l'énoncé. Alors, sur l'énoncé, bon, je disais le nom de la VM, ça c'est le nom de la VM qui sera donné dans le VMware. Donc, je parle de nom de la VM. Et après, ici, je dis créer un serveur en utilisant l'adresse 192.168.25.1 en NAT. Donc ça, c'est le premier truc que, a priori, très peu ont fait. C'est du coup déjà de changer l'adresse dans VMware pour le réseau NAT. Donc je vais remontrer comment ça se fait. Quand on est ici, on va dans Edit, Virtual Network Editor. On est bien d'accord que on l'avait vu, je vous l'avais présenté. On change Setting, parce que sinon on n'a pas la main. Et là, on prend du coup, comme j'ai demandé en NAT, on prend le réseau NAT. De toute façon, le NAT, il peut y en avoir qu'un seul qui est en NAT. Il ne peut pas y en avoir plusieurs. Et ici, on trouve le subnet IP, c'est-à-dire qu'on va donner l'adresse réseau qui correspond à l'adresse IP que j'ai transmise. Du coup, là, à votre avis, du coup, combien vous aviez trouvé comme masque pour cette adresse-là? Non. Non, non plus. Là, classé, effectivement, c'est de la classe C. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, quand on a parlé des réseaux, j'ai dit qu'il y avait les trois classes principales qui existaient. La classe A qui commence par 10.0.0.0.0, la classe B qui commence à 172.16.0.0 et la classe B et la classe C qui commence par 192.168 et de base 0.0. Et donc là, après, je vous ai parlé qu'il y a les CDR. Les CDR, c'est quand on a un réseau spécifique, c'est-à-dire que le masque n'est pas le masque des classes classiques. Et donc là, ici, j'ai pas mis de CDR. Donc du coup, si on n'a pas de CDR, ça veut dire qu'on utilise le masque de la classe naturelle, c'est-à-dire, en l'occurrence ici, de la classe C. Donc, qui est 3 fois slash 24, l'équivalent slash 24, donc 3 fois 255. Donc ici, quand on est dans l'éditeur, on met du coup 192.168.25.0, qui est l'adresse réseau, parce que ici, il n'attend pas une adresse IP, mais une adresse réseau. Et après, du coup, on met le masque que l'on a besoin. Pendant qu'on est là, il y a une autre possibilité qu'on peut faire soit tout de suite, soit on revient après, c'est de laisser ou pas activer le DHCP qui est fourni par VMware. C'est-à-dire que si c'est coché, VMware va déjà créer un DHCP par rapport à cette adresse réseau-là. Donc, éventuellement, si vous avez des doutes pour la passerelle et tout pour la suite, vous pouvez garder le DHCP dans un premier temps, mais par la suite, il risque de vous embêter si vous le laissez activer. Il va rentrer en conflit une fois que vous aurez créé votre propre réseau DHCP. Donc au début, vous pouvez le laisser, mais il y a un moment où il faudra l'enlever pour faciliter les choses. Donc là, je vais le relaisser. Une fois que c'est fait, vous faites Apply. Et vous faites OK. T'as cliqué sur Change Setting ou pas? C'est pour ça.
Et après, on fait OK pour fermer la fenêtre. Ça, c'est la première étape. Quand je vous donnerai un exercice, en général, je vous dirai un réseau, soit en NAT, soit en host only. Ou quelquefois, mais ça sera rare, en bridge. Donc, il faudra déjà adapter en fonction de l'adresse que je vais donner par rapport au type que j'ai demandé. Ici, je demande nom du serveur, ça sera le nom qu'on donnera à l'intérieur du serveur par la suite. Donc là, j'ai mis votre SRV prénom. Donc soit vous pouviez inventer un prénom, soit vous utilisez le vôtre. C'était pour le personnaliser un petit peu le serveur. Au moins, vous saviez lequel était lequel. Et comme ça aussi, le nom de domaine. Tout le monde n'avait pas le même domaine, chacun avait son propre nom de domaine. Voilà. Après, donc, ce que je conseille de faire, c'est de bien lire déjà avant de commencer tout ce qu'il y a pour voir les étapes qu'il va y avoir besoin. Donc là, on sait que du coup, s'il y a un nom de domaine, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'un serveur ADDS qu'il va falloir installer comme rôle. Donc on sait que celui-là, ça va demander un peu de temps. Donc en général, c'est celui qu'on va faire en premier. Parce que comme on a vu, la promotion d'un serveur en contrôleur de domaine, il faut toujours au moins 10 à 15 minutes pour que ça s'effectue. Et c'est là qu'on va pouvoir gagner du temps. Parce que pendant que là, vous serez en train de faire ça, ben, c'est là qu'il ne faut pas rester sans rien faire. Il y a d'autres choses qu'on va pouvoir faire pendant ce temps-là. Comme par exemple, si vous aviez lu jusqu'au bout, donc on disait d'installer un Windows 10 à partir de WDS, mais je disais aussi d'installer un autre Windows 10 en indépendant. Donc c'est-à-dire qu'il y en a un qui va être lié au WDS, et l'autre, on faisait une installation de Windows 10 standard dans une nouvelle VM à côté. Donc pendant que la promotion est en train de se faire, à ce moment-là, on crée du coup le deuxième Windows qui n'est pas dépendant du serveur. Donc du coup, pendant ce temps-là, on gagne du temps parce qu'on lance deux installations en parallèle. Et on va voir que une fois que le Windows 10 sera lancé, on va même potentiellement pouvoir encore faire d'autres choses. Donc voilà, maintenant on va commencer. Ça c'était pour l'interprétation de l'énoncé pour l'instant. Maintenant on va commencer à installer. Donc ici, là vous voyez, je triche pas, je recommence un truc vraiment neuf. Je vais tout virer. Donc, nouvelle machine. Je pars sur du typique. J'installe plus tard parce que je ne veux pas me retrouver avec le mode easy. Je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient installé avec le mode easy ou pas hier. Donc là, je dis que c'est un Windows Server 2019 que je vais mettre. Donc, on avait dit SRV Win, c'est ce que j'avais dit dans mon énoncé. Donc je l'appelle comme ça. Ah, je croyais que j'avais supprimé mes fichiers. Je vais mettre un parce qu'il me dit qu'il y a déjà une référence qui existe. Ici, je vais garder à 60. De toute façon, on ne va pas remplir les 60, donc on peut rester là-dessus. Et là, je vais faire finish. Je vais même pas forcer la vitesse ni quoi que ce soit. Parce que là, effectivement, même si je n'ai pas précisé, vous auriez pu du coup monter le nombre de CPU et la mémoire disponible. Bon, pour l'instant, on va le laisser comme ça, parce que je pense que vous êtes tous restés sur du typical. Donc on va rester comme ça. Mais en fonction de la machine, on pourrait booster du coup le nombre de CPU. Donc, ne pas oublier de mettre l'ISO maintenant, parce qu'on n'a toujours pas mis l'ISO. Donc avant de lancer, on va dans Edit, le CD. Et ici, il faut bien vérifier qu'ils mettent bien Connect Add Power On, parce que ça arrive des fois qu'ils ne le mettent pas. Et ici, du coup, on va chercher notre ISO. Ici, on peut vérifier que l'on est en NAT, puisque c'était ce que tu as demandé.
puisque c'est ici que vous changerez entre bridge, NAT et host only. Donc en fonction de l'énoncé, il faudra adapter la carte réseau en fonction de ce que je vais demander. Sachant que par défaut, quand il crée une nouvelle machine, il la crée systématiquement en NAT. Il ne la crée pas en autre chose par défaut. On fait OK. Et là, on peut lancer notre machine. Donc ici, dès qu'il y a le logo de VMware, on clique dessus pour rentrer dans la machine. Et dès qu'il demande d'appuyer sur une touche, on le fait. Donc là, on attend le début de chargement de l'installation. Les langues, on n'y touche pas. Installer maintenant. Non, même pas. Tiens, d'ailleurs, le Windows 10, on va l'installer en parallèle du Windows 2019. Donc, on prend le standard expérience de bureau pour avoir l'interface de Windows. Et on n'a pas le fichier ISO. Il est sur le NAS. Normalement, vous ne l'avez pas récupéré déjà l'autre fois. Vous n'avez pas demandé. Donc ici, on met personnalisé. Parce que de toute façon, quand vous êtes dans le mode boot ISO, vous pouvez utiliser que mode personnalisé. Mode mise à niveau, c'est si vous aviez un serveur 2016 que vous vouliez mettre vers 2019 par exemple. Ici, bon, il n'y a qu'un disque, donc pas de problème. Voilà. Et donc là, pendant ce temps-là, eh ben, on va créer notre nouvelle machine virtuelle. J'installerai plus tard. Donc là, on va dire que c'est un Windows 10 en 64. Donc là, on va l'appeler Win10 1D pour indépendant. Je laisse tout à 60. Je laisse pareil. Ici, pareil, je vais chercher mon ISO. Donc effectivement, si vous n'aviez pas encore l'ISO sur votre machine, il fallait effectivement vous connecter au NAS. C'est pour ça que je vous avais redonné l'adresse du NAS pour aller chercher l'ISO. Donc ici, je vais chercher mon Windows 10. Et je la lance. Comme ça, pendant ce temps-là, je fais les deux. Comme ça, mes deux machines seront faites à la fois. Et encore, comme je n'ai même pas boosté, de toute façon, là, il y a largement assez pour que la machine ne soit pas gênée. Oui. NAS, Network Attach Storage. C'est-à-dire stockage attaché au réseau. Voilà. Ici, j'avais pas précisé, mais comme je vous ai dit au début, on prendra toujours du Windows 10 professionnel au niveau de l'installation. Donc, Par rapport à tous les réseaux disponibles, la date, tout ça. Hmm. Vous pouvez nous expliquer? Je vais réexpliquer, je mettrai une doc dessus. Windows 10 Pro parce que on va avoir besoin d'une chose ici, c'est qu'on va besoin de relier nos Windows 10 à notre domaine. Et les Windows familiales ne permettent pas de le faire. Éducation, je suis pas sûr. Peut-être, j'avoue que je n'ai jamais utilisé l'éducation.
Mais ce qu'il faut être sûr, c'est que les Windows 10 famille ne peuvent pas être intégrés à un domaine. Or, nous, ici, étant donné qu'on fait un contrôleur de domaine, on va vouloir justement rentrer nos machines dans notre domaine. Donc, d'où l'importance de prendre au moins Windows 10 Pro. De toute façon, donc, quand vous allez travailler en entreprise, vous allez travailler que sur du Pro. Après, il y a quelques autres éléments qui sont rajoutés et tout, mais là, l'élément principal, c'est le fait de pouvoir rattacher la machine à un contrôleur de domaine. Après, effectivement, il y avait des Windows 10 Pro N, Single Language. Par exemple, Single Language, si vous la mettez, normalement, elle est que en chinois. Et les versions Pro N, ce sont des versions qui ont enlevé tout ce qui est la partie multimédia, le lecteur Windows Media Player, des choses comme ça. Donc quelques éléments qui potentiellement peuvent distraire les gens. Mais bon, ils sont installables à côté si on a suffisamment de droit. Donc voilà. Donc ici, j'ai mon Windows 10 qui est en train de tourner. Là, on voit que pendant ce temps-là, je suis arrivé à la fin de mon étape pour le Windows Server 2019. Donc ici, je mets mon mot de passe administrateur. Donc là, je me copie-colle la tâche, je prends toujours le classique 1, 2, 3 soleil. Donc on termine. Voilà. Donc là, l'installation de la toute première base du serveur est faite. Et pendant ce temps-là, le Windows 10 se continue. Donc je rappelle la touche ici afin de pouvoir envoyer CTRL Alt-Sup directement dans la machine virtuelle pour ne pas déclencher la machine haute en même temps. Donc là, il charge. Et là, donc, je vais faire les étapes de règles standards. C'est-à-dire que je vais aller dans le serveur local. Je vais commencer par changer l'adresse IP pour la passer en statique, parce qu'on a dit que sur un serveur, les serveurs étaient à 99% en statique pour que les informations se retrouvent toujours en permanence à la même adresse. Donc je vais dans les propriétés de l'IPv4. Ici, j'ai dit que j'utilisais 192.168.25.1. C'est ce que j'ai donné dans mon exercice. Le masque, du coup, on l'a déjà déterminé, puisqu'on a déjà changé normalement l'adresse dans le VMware Editor. Donc on reprend le même. La passerelle par défaut, donc si vous avez un doute sur la passerelle par défaut et que vous allez laisser l'IPconfig, le DHCP, vous allez dans le CMD, IPconfig, et ici, il vous donne votre passerelle par défaut. Donc là, même si on passe en statique, on va réutiliser quand même la même passerelle. La passerelle, elle, ne va pas bouger. C'est VMware qui fait la passerelle, donc on lui laisse ça en passerelle. Donc comme ça, vous pouvez la retrouver si vous avez un doute de la passerelle. Donc c'est pour ça que vous pouvez laisser au début le serveur DHCP. Je vous montrerai par la suite une autre façon de découvrir de retrouver la passerelle, si vous n'aviez pas dit. Donc je reviens ici dans mes paramètres. 192.168.25.2. Le DNS par défaut, il est à 192.25.2, c'est le même que la passerelle. On va le laisser comme ça parce que de toute façon, à un moment ou un autre, de toute façon, il va le changer quand on va passer en AD, il va changer l'adresse du DNS. À un moment ou un autre, oui, de toute façon, et comme là, on n'a pas spécialement besoin d'Internet à ce moment-là, on pourrait ne pas le mettre, mais autant le remettre quand même. Donc je fais OK, je referme ça,
ferme tout ça. Et ici, si on fait F5 ou rafraîchir, ici c'est le bouton pour rafraîchir. Normalement maintenant, ah, alors là vous voyez, ici, il n'a pas mis l'adresse IP. Il a mis adresse IPv4 multiple. Ça, c'est un problème qui arrive de temps en temps, pas tout le temps, mais ça arrive. Si vous avez adresse IPv4 multiple qui apparaît, voici la solution. Il faut retourner dans le Virtual Network Editor. On refait Change Setting parce qu'on va avoir besoin de modifier des éléments. On reprend le NAT parce qu'on est sur le NAT. Et à ce moment-là, si vous avez un truc multiple, il faut cliquer sur ici pour décocher Connect Host Virtual Adaptateur. Et après, une fois qu'on a décoché ça, on applique. On fait OK. Et là maintenant, si je refais rafraîchir, je n'ai plus que l'adresse IP que j'ai demandé. Oui. L'adresse IP, d'accord. L'adresse IP, si vous voulez pouvoir la modifier, quand vous êtes sur le serveur local, vous avez la ligne Ethernet 0 qui correspond à la carte réseau. Vous cliquez dessus. Une fois que vous êtes là, vous faites soit un clic droit propriété, soit un double clic. Et après, propriété. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est Internet, protocole Internet version 4, TCP/IP v4. Et là, vous faites un double clic. Et du coup, vous rentrez les paramètres que vous avez besoin de rentrer. Et après, on referme tout. Et quand on rafraîchit, normalement, si les choses sont bien passées, s'il n'y a pas eu de conflit avec ce que j'ai eu juste avant, eh ben, vous devrez avoir juste votre adresse d'afficher. Avec marqué compatible IPv6 parce qu'on n'a pas retiré l'IPv6. On aurait pu le retirer. Pour le? Oui. Donc ce menu-là. Protocole Internet, version 4, TCP IP v4. Et si on veut désactiver l'IPv6, on décoche cette case-là. C'est ça que tu voulais? Non, c'était quand c'était écrit IPv4. Ah oui, d'accord. Si jamais ici, il ne vous affiche pas votre adresse, mais adresse IPv4 multiple, dans ce cas-là, il faut aller dans l'éditeur Virtual Network Editor et décocher, et sur la partie NAT, décocher Connect a Virtual Host. C'est ça qu'il faut décocher. Mais dans la plupart du temps, ça ne va pas poser des problèmes, mais des moments, ça va en poser. Donc, il faut que vous connaissiez effectivement ce moyen de vous en sortir. Parce qu'après, vous avez des problèmes, il ne prend pas la bonne adresse et tout pour les choses. Voilà, ça c'est la première chose à changer, l'adresse IP. Deuxième chose, ça va être le nom. Donc, on clique sur le nom actuel du serveur. Non, on n'est pas obligé de cocher valider en quittant. En fait, c'est ça, la case que tu coches en bas, c'est ça? Oui. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste pour revérifier de la configuration et ça peut vous aider si vous avez un doute. Mais des fois, quand vous êtes en train de changer, vous n'avez pas changé tous les paramètres, donc il va vous afficher des erreurs, alors qu'en réalité, il n'y a pas forcément d'erreur. Donc vous n'êtes pas obligé de cocher la case, quand vous avez rempli en IPv4, cocher la case valider en quittant. Ça peut vous faire perdre du temps. Donc là, on a cliqué sur le nom. Ici, il ne faut pas oublier, il faut faire attention, ici c'est juste la description que vous changez, si vous changez tout de suite. Ce n'est pas le nom que vous allez changer. Il faut bien aller dans modifier. Ici, dans modifier, j'ai dit SRV, bon j'avais pas mis de tiret mais je vais en mettre un.
Non, j'ai dit print SRV stat. Et c'est tout. Pas plus que ça. Donc, il dit qu'il faut redémarrer pour appliquer. Par contre, exprès, je ne vais pas redémarrer tout de suite. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Parce que là, vous voyez que ma fenêtre, il y a pas mal de noir à côté, et puis ma souris, elle est pas super fluide. On est d'accord. Donc, effectivement, il faut installer les tools avant. Donc, pour rappel pour les tools, on fait un clic droit sur la machine où on va installer les tools. On va sur Install VMware Tools. Dans la machine, on va dans l'explorateur de fichiers. Et dans ce PC, on va trouver notre CD qui a été rajouté automatiquement par VMware. Donc, on fait un double-clic dessus. Parce que si on fait un double-clic ici, il va lancer directement le bon programme de setup. Ici, on va faire installation typique. Ça suffit pour ce qu'on a à faire. On installe. Et du coup, pourquoi j'ai pas redémarré après le nom? C'est parce que lui va me demander de redémarrer aussi pour bien valider les choses. Donc comme ça, au moins ça permet de redémarrer qu'une seule fois au lieu de redémarrer 2 fois. Et là, vous voyez que ma souris est beaucoup plus fluide et j'ai beaucoup plus d'affichage disponible pour travailler. Voilà. Et là, il demande de redémarrer, donc on va redémarrer. Pendant que ça redémarre, on passe sur notre Windows 10 et on continue ces étapes de configuration. Comme ça sera fait. Voilà. Et pendant qu'il avance, on re-switch sur le serveur. On met notre mot de passe. Là, pas fini. Donc, ça ne plus afficher le message comme ça ne reviendra plus. Voilà, maintenant, on vérifie dans le serveur local. On a bien notre nom qui est changé. On a bien notre adresse IP qui est présente. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir commencer à installer nos rôles. Donc, le premier qu'on va installer, ça va être le rôle AD, parce que ça va être le plus haut. Donc, on va dans le tableau de bord, on fait ajouter des rôles et des fonctionnalités, ou on peut aller dans gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Ça revient au même. Donc, le petit blabla du premier, menu, installer un rôle ou une fonctionnalité. Ici, il n'y a qu'un serveur à choisir, donc il n'y a pas de problème. On peut faire suivant. Oui, c'est ça, c'est un groupement. C'est un groupement de serveurs. Si on a plusieurs serveurs qui gèrent plusieurs rôles ou quoi, on peut les gérer tous à partir d'un seul. C'est un seul serveur qui peut gérer à plusieurs serveurs à distance. Ici, du coup, ça, je sais pas, je m'en suis jamais servi. Je t'avouerai. Parce qu'en fait, disque virtuel, on peut créer un disque virtuel à l'intérieur d'une machine s'il y a encore de la place. Mais là, c'est pas comme ça qu'on va travailler. On travaille comme si on avait une vraie machine physique. Donc, on va pas. Mais c'est pour ça qu'ils appellent disque dur virtuel, c'est parce qu'on peut créer un disque dur à l'intérieur d'une machine. Oui,
Oui, enfin non, autrement encore. Vraiment un disque virtuel à l'intérieur d'un disque physique. Donc là, on choisit juste serveur AD, DS. Après, dans la théorie, on pourrait prendre plusieurs simultanément. Mais là, pour l'instant, je vous montre en indépendant. Donc on commence par le premier rôle principal, le rôle AD. Les fonctionnalités, on touche à rien de plus. Là, il dit qu'on peut voir les domaines Active Directory, reliés à Azure, on verra. Là, on peut cocher redémarrer automatiquement parce qu'on est en train d'installer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'autres utilisateurs que nous. Donc on fait installer. Voilà. Donc là, on installe ça. Pendant que cette petite étape-là, elle est faite, on regarde où il en est lui. Donc on configure pour une organisation, pour une utilisation personnelle, ça ne change rien de particulier pour Windows 10. Les questions, ça va être les mêmes après. Je dis que je rejoins un domaine au lieu d'utiliser un compte Microsoft. Là, le nom, on peut mettre par exemple admin, parce que cet utilisateur-là, ça sera un utilisateur admin. On va lui mettre un mot de passe, parce que de toute façon, on va être obligé à un moment ou à un autre. Donc évidemment, bien sûr, il nous pose les 3 questions de sécurité. Donc là, bah, vous prenez la première question, vous répondez 1, la deuxième, vous répondez 2, la troisième, vous répondez 3. Comme ça, c'est débarrassé. Donc, non, on n'apporte rien, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre navigateur, là. Là, moi, je réponds non à toutes les questions, comme ça, c'est fait. Ici, on ignore, parce que de toute façon, on ne va pas l'utiliser en direct. Cortana, de toute façon, n'existe plus. Voilà, là, on le laisse finir. Pendant ce temps-là, il a fini de faire notre AD. Enfin, d'installer le rôle AD. Donc, ici, on voit bien ADDS qui est apparu. Et on voit bien notre point d'exclamation en jaune dans la liste. Donc, on va dessus. Et on voit ici bien notre ligne promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc ça, c'est l'étape qu'on va faire après. On va le passer en contrôleur de domaine. Donc ici, il n'y a pas d'autres contrôleurs de domaine qui existent. Il n'y a pas d'autres domaines. Donc on ajoute forcément une nouvelle forêt. Donc là, j'avais dit du coup le prénom. Non, il peut en contrôler plusieurs. Enfin, non, il y a une forêt, mais après, tu ajoutes des arbres en fait à la forêt. Ouais, je leur ferai, faut que je leur fasse plus en détail. Mais comment est-ce qu'on dit un domaine, une forêt, dans le sens où il y a. Effectivement, faut créer une forêt au départ. Est-ce que dans le domaine, il y a Des sous-domaines. Oui, il y a plusieurs sous-domaines. On peut avoir normalement des sous-domaines, mais surtout des domaines en parallèle qui vont être gérés par le même. Faut que je revérifie. En fait, le domaine, c'est l'adresse IP. Le domaine, c'est le nom que tu es en train de donner là. Mais... Non, c'est le site. Non, c'est le site en fait. Ça va être tes références d'information. C'est-à-dire comme free.fr, comme google.fr, ça c'est un nom de domaine. Et du coup, les sous-domaines, ce sera des sous-réseaux par rapport aux réseaux de domaine. J'avoue que j'ai pas trop travaillé en sous-domaine, donc faut que je revérifie avant de te dire des bêtises. Donc quand je vais revenir sur la forêt et tout, j'aurais bien vérifié. Je vois ce que tu veux dire, mais du coup je vais pas m'avancer à dire des choses qui pourraient être erronées. Faut que je revérifie avant.
Pour l'instant, on part que une forêt, de toute façon, commence par un domaine. Après, on peut rajouter des domaines. Pour l'histoire de sous-domaine, faut que je te confirme. Faut que je revérifie s'il y a vraiment le terme de sous-domaine. Bah, c'est pour rediviser. Après, sous-domaine, c'est plutôt que tu vas rediviser, notamment avec les OU, pour attribuer des rôles en fonction de qui est dans les OU, quoi. C'est plutôt ça qui, je pense qu'il a en tête. C'est au niveau géographique, c'est la partie forte, ça. Oui, mais à ce moment-là, tu le gères au niveau des OU, tu rajoutes pas vraiment un domaine. Ça reste dans le domaine stan.rf. Et on va. Je vois ce que tu veux dire, je vérifie pour confirmer. Là, je préfère pas m'avancer à dire des choses qui pourraient être erronées. Mais dans un contrôleur de domaine, tu peux ajouter un nouveau domaine, par exemple. Là, tu pourrais rajouter un domaine daniel.rf sur le même contrôleur de domaine. Ça, c'est sûr. Là, ta notion de sous-domaine, faut que je vérifie. Oui. C'est-à-dire si tu mets un deuxième domaine, c'est ça? Ça, c'est ce que j'expliquais l'autre jour, c'est l'histoire des listes universelles et globales. Celles qui sont dans la liste universelle pourront naviguer entre les différents domaines, mais celles qui sont dans le global marcheront que dans le domaine auquel elles sont attribuées. Donc il y a des moyens de circuler. Oui, il y a les rôles, mais après il y a la liste globale, c'est encore ailleurs qu'on peut le déterminer, de lui dire s'il est dans la liste globale ou pas. Donc voilà. Une fois que j'ai donné du coup mon nom de domaine, je choisis le niveau de fonctionnalité. Niveau de fonctionnalité, en fait, il faut se baser sur le serveur le plus bas qui va être également intégré à votre domaine. Ici, il n'y a pas de problème puisqu'on n'a pas d'autres serveurs. Donc, on laisse par défaut sur Windows Server 2016. En entreprise, si vous avez un serveur 2012 qui est encore en train de tourner, et bah, du coup, vous mettez le niveau de fonctionnalité sur 2012. Oui. C'est pour éviter des conflits, parce que sinon, il y a des règles de sécurité et tout qui seraient inadaptées entre les deux. Donc, les serveurs pourraient mal communiquer un serveur 2019 avec un serveur 2012 si la fonctionnalité du domaine est mal réglée. Et comme du coup, si le serveur 2012, ils n'ont pas forcément besoin de le changer ou quoi, ils veulent le conserver, et donc du coup, il faut que tu prennes en compte que tu puisses t'en servir encore de ce domaine. C'est pour ça qu'ils ont mis ces réglages-là, et c'est pour ça que de base, il est réglé toujours à un niveau en dessous du serveur sur lequel on est. Par exemple, 2016 et 2022, il y a des différences fondamentales. Il y a eu quand même des améliorations de sécurité entre déjà le 2012, 2016 et 2019, mais je les connais pas par cœur. Mais il y a eu des changements quand même, mais après entre 2019 et 2020, moins. Les entreprises, par exemple, si ça passe de 2016 à 2019, elles ne vont pas changer. En général, non, elles vont pas changer parce que ça prend pas mal Sur tous les de, 10 ans. pas forcément tous les 5-6 ans à peu près si on regarde. 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, 2025, 3 à 5 ans à peu près. Mais en général, c'est pas suffisant pour faire changer les trucs. Il peut y avoir vous pouvez potentiellement trouver des serveurs qui tournent encore en 2008. Si c'est des trucs un peu critiques qu'il faut pas changer et que le matériel tourne, que tout marche bien et tout, bah, des fois les entreprises n'ont pas l'intérêt de le changer. Dans une grosse entreprise, Oui. c'est risqué en production. C'est ça, ça demande de la logistique de changer des serveurs et tout. Même des fois, juste des sites internet, ça peut poser des problèmes de les changer. C'est déjà arrivé des fois avec la SNCF, même qui avait voulu faire des essais internes de messages d'avertissement en cas d'alerte attentat et tout. Et il a suffi d'un mauvais clic, un truc comme ça, pour que ce truc qui devait être privé apparaisse sur le site officiel de la SNCF pendant 5 minutes, et ce qui a provoqué pas mal d'appels et de saturation parce que les gens pensaient qu'il y avait vraiment eu un problème. Donc changer un serveur, c'est pas une étape à négliger les étapes, quoi.
c'est quand même une infrastructure qui peut être lourde en fonction des éléments. Donc c'est pour ça que des fois, les serveurs ne sont pas changés forcément les versions. Donc voilà. Ici, on laisse serveur DNS parce qu'on n'a pas de serveur DNS encore de régler sur notre réseau. Et comme c'est le seul, on va dire que c'est lui qui est le catalogue global, puisque de toute façon, c'est le premier contrôleur de domaine. Donc il est forcément au début catalogue global. Ici, on remet un mot de passe de sécurité en cas de problème. On ne sait jamais que des fois que le courant se coupe pendant que vous êtes en train de faire cette étape-là, parce qu'il n'y avait pas d'onduleur et qu'il y a eu un court-circuit. C'est pour ça. On ne crée pas de délégation DNS. Parce que de toute façon, il n'y a pas de zone parente, il n'y a pas de DNS. Le nom NetBIOS, ça va être le nom affiché de réseau. Normalement, par défaut, on le laisse tel que. Par contre, si à un moment vous êtes plusieurs à travailler sur le même réseau, il faut faire attention parce que du coup, le NetBIOS, normalement, est unique à chaque machine. C'est pour ça que quand on avait fait l'exercice chez moi et qu'on était sur le même réseau, j'avais demandé de changer le NetBIOS. Mais normalement, en standard, vous n'avez pas besoin de le changer. Ici, les emplacements de base de données de la DDS, on les laisse tels quels, on ne va pas l'embêter. Potentiellement, on pourrait les mettre sur un autre disque dur ailleurs, mais on ne va pas l'embêter, on laisse toujours comme ça. Ici, il nous fait un récapitulatif. Donc des informations qu'on a changées pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Maintenant, il va vérifier qu'il ait bien tout ce qu'il faut pour pouvoir s'installer correctement. Donc là, le jaune, c'est normal, c'est pas grave. Et le principal, c'est qu'il n'y ait pas de rouge. Donc s'il y a du rouge, vous aurez le bouton installer. Ce qui peut le plus souvent se produire en rouge, c'est si vous avez installé avec le mode Easy. Dans ce cas-là, si vous avez fait le mode Easy, votre administrateur n'aura pas de mot de passe. Mais en général, si vous prenez le temps de lire les messages, vous verrez qu'il vous dira que votre administrateur n'a pas de mot de passe. Ça, c'est pour ça que je vous déconseille en général de faire le mode Easy. Ça vous évite d'avoir ce problème-là par la suite. Après, vous pouvez du coup utiliser l'Easy, mais il faut penser du coup à mettre un mot de passe dans le truc. Et des fois, on a vu que c'est des fois avec le mode Easy qu'il y avait le problème de licence aussi. Donc, voilà. Et là, c'est parti. On attend qu'ils nous disent qu'il va redémarrer. Bon, ça prend 2 minutes. Voilà, donc là, on peut voir qu'il fait les éléments qu'il est en train de traiter. Voilà. Et là, on fait fermer. Là, on peut voir que pendant ce temps-là, notre Windows 10 standard a fini de s'installer. On va lui mettre les outils à lui aussi. Comme ça sera fait. Là, pour cet exercice-là, je n'avais pas demandé de donner de nom au Windows 10. Mais dans d'autres exercices, je donnerai aussi que les machines soient nommées. Donc on refait du typique. On enlève le message.
Ça, les outils, c'est fait aussi sur le Windows 10. Sur Windows 10. Va voir directement dans l'explorateur de fichiers. Voilà, donc là, il redémarre, ça c'est fait. Donc le Windows Server pendant ce temps-là est en train de redémarrer. Donc là, pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas faire d'autres rôles. Mais vous pouvez gagner encore un peu de temps. Donc là, vous pouvez prendre par exemple un bloc-notes sur votre machine physique. Et si on regarde l'énoncé, on voit que j'avais demandé de créer des utilisateurs. Donc du coup, on peut faire par exemple net user stan 1, 2, 3 soleil / add. Comme ça, on va préparer nos commandes pour créer nos utilisateurs. Donc ensuite, on avait directeur. On va vente. Ah, là, juste attention. Par contre, effectivement, j'avais passé un correcteur orthographique, j'aurais pas dû, parce que du coup, secrétaire, employé et en 1 et 2, il a mis des accents. Si vous voyez des accents, évitez de les mettre. C'est une erreur, ça peut poser des problèmes après, que les noms d'utilisateurs aient des accents. Donc, employé 1 et manque employé 2. Comme ça, j'ai déjà mes commandes pour créer mes utilisateurs qui seront faites. Après, là, on peut aller voir où ça en est. Donc ici, on voit que c'est encore en train d'être fait. Donc du coup, on peut même aller plus loin. On peut aller dans E2 points parce que quand on va rajouter le deuxième disque, on dira que le deuxième disque, ça sera le disque E. Normalement, de toute façon, c'est la lettre qui va vous donner par défaut. Mais de toute façon, on a vu qu'on peut la changer. Donc on va dire que le deuxième disque, ça sera E. Donc là, on peut faire mkdir entreprise. Parce que si on regarde l'énoncé, j'avais dit de créer dans un deuxième disque dur un répertoire entreprise. Et à l'intérieur de ce répertoire-là, un répertoire pour chaque utilisateur. Donc, CD, c'est pour changer de répertoire. Donc, je vais dans le CD entreprise. Et à l'intérieur d'entreprise, je vais créer le répertoire Stan, directeur, vente, secrétaire, employé 1, employé 2. Et comme ça, du coup, avec ces commandes, il va tout me créer et les répertoires et les utilisateurs. Bon, dans le même temps qu'il était encore en train de tourner. Oui. Sur celui-là. Ouais. En fait, c'est mkdir. Donc mkdir, c'est de créer un répertoire. Et en fait, quand on fait mkdir, on peut créer plusieurs répertoires simultanément. Non, juste on ajoute rien à la fin. Le /add, c'est pour l'ajouter à la commande. Pour créer un répertoire, il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose. Oui. C'est sur le CMD. Après,
après, bah, vous pouvez aller dans l'explorateur de fichiers et faire un clic droit, nouveau fichier par exemple. C'est une autre façon de créer. PowerShell aussi, là, ça, les commandes qu'on va rentrer là fonctionnent aussi dans PowerShell. Donc là, après, on pourrait enregistrer directement ce fichier-là en format script, mais on peut aussi on va pouvoir aussi copier-coller, sachant que si vous n'avez pas installé les outils, vous ne pourrez pas faire de copier-coller. D'où l'intérêt, d'autant plus, d'avoir les outils installés. Parce que sans outils, vous ne pouvez pas faire de copier-coller entre la machine physique et la machine virtuelle. Donc du coup, vous ne pourriez pas copier soit le script, soit les lignes de commande indépendantes. Donc du coup, maintenant, on va attendre qu'il termine.